Les séismes puissants peuvent avoir des conséquences inattendues, sans même parler des tsunamis que tout le monde connaît. Récemment, des images satellites ont montré les changements spectaculaires survenus sur le littoral de la péninsule de Noto au Japon. Ces changements sont intervenus après un séisme de magnitude 7,6 survenu le 1er janvier en 2024. À la surprise générale, le littoral s'est agrandi de 250 mètres, le fond de la mer ayant émergé, offrant de nouvelles plages aux habitants. Par endroits, le sol s'est élevé de 4 mètres et il s'est déplacé latéralement de plus d'1 mètre. Évidemment, ça demeure une catastrophe, mais au Japon, elle revêt une dimension supplémentaire. Le café était bon, et voici un rappel discret de liker la vidéo si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Bon, si on parlait de l'île disparue. Et oui, au Japon, une petite île appelée Esanbe Anakita Kojima a disparu, et les gardes-côtes ont planifié une véritable opération de recherche pour découvrir ce qui lui est arrivé. Cet îlot inhabité, un simple affleurement rocheux, était apparu à 500 mètres du village de Sarufutsu dans le nord de l'île d'Hokkaido. Ça ne datait pas d'hier, les pêcheurs locaux connaissaient son existence depuis les années 1970 au moins, et en 1987, des scientifiques l'ont étudié. Mais un jour, il a tout simplement disparu. L'îlot a peut-être été progressivement érodé par le vent et la pluie. Voici à quoi ressemblait la côte avant l'événement. L'îlot est visible au loin. Et voici des images récentes. Aucune terre n'est visible à l'horizon. Il est amusant de constater que personne n'a remarqué la disparition de l'île dans un premier temps. Il a fallu attendre 2 mois pour que les gens se rendent compte qu'il manquait quelque chose. C'est un écrivain nommé Hiroshi Shimizu qui l'a remarqué. Il s'était rendu dans la région pour travailler sur un projet, la suite de son livre illustré sur les îles cachées du Japon. Mais étonnamment, l'île n'était plus à sa place habituelle. Hiroshi l'a signalé à la coopérative de pêche locale, les pêcheurs ont envoyé des bateaux à la recherche de l'île et ils n'ont trouvé qu'un petit banc rocheux. L'île n'est jamais réapparue. Pendant ce temps, alors que certaines parties du territoire japonais disparaissent, d'autres émergent sans prévenir. Fin octobre 2023, un volcan sous-marin s'est réveillé près de l'archipel d'Ogasawara dans l'ouest de l'océan Pacifique. En novembre, les éruptions sont devenues si fortes et si fréquentes qu'elles ont conduit à l'émergence d'une nouvelle île de 100 mètres de diamètre au large de la côte méridionale de l'île d'Iwoto. Oui, le volcan a craché une toute nouvelle île et elle est maintenant considérée comme la plus récente du monde. Parmi celles qu'on connaît, bien sûr. À ce jour, les experts ignorent si l'île conservera sa taille actuelle, si elle s'agrandira avec l'éruption du volcan ou si elle disparaîtra à nouveau en raison des processus naturels d'érosion. Tous ces scénarios sont réalistes. On peut même voir l'île depuis l'espace. Elle mesure 100 mètres de large et 20 mètres de haut. Quant à son avenir, les avis divergent. Certains disent que l'île rétrécit déjà sous l'effet des vagues. D'autres qu'elle ne cesse de grandir. Quoi qu'il en soit, l'île a déjà été baptisée Niijima, ce qui se traduit par Nouvelle Île. Ça me semble approprié. En fait, la situation n'est pas unique. Des volcans sous-marins donnent régulièrement naissance à de nouvelles îles au large des côtes japonaises. Parfois, ces îles sont érodées par les vagues et disparaissent, et parfois, elles fusionnent avec des îles existantes. Un phénomène similaire s'est produit, par exemple, en 2021, lorsqu'une nouvelle île est apparue grâce à l'éruption du volcan sous-marin Fukutoku Okanoba, qui est très doué pour la création d'îles. De nombreuses îles apparues en 1904, 1914 et 1986 ont rapidement disparu. La plus récente n'a survécu que 2 mois en raison des vagues et des courants. Cependant, certaines îles créées par des volcans se sont avérées plus résistantes. En 2013, une île volcanique est devenue si grande qu'elle a fusionné avec une voisine, ce qui a donné naissance à l'île Snoopy. Et même si elle ne ressemble plus au célèbre personnage, cette île, désormais connue sous le nom de Nishino-shima, existe toujours et elle continue de grandir. En fait, si on parcourt des sites scientifiques, on peut trouver de nombreux articles sur la formation de nouvelles îles au Japon. Ça arrive tout le temps, des îles apparaissent, d'autres disparaissent, des volcans entrent en éruption. Les volcans sont toujours responsables de la création d'îles. Le magma en fusion, qui se forme à la suite d'une activité volcanique, atteint l'océan
et explosent, créant des morceaux de roche. Ils peuvent mesurer plus de 1 mètre de long et ils sont parfois projetés jusqu'à 50 mètres de haut. Puis, au fur et à mesure que les débris s'accumulent et gagnent en hauteur, ils forment une île. Voici à quoi ça ressemble sous l'eau. Des cendres volcaniques et des pierres s'accumulent sur le fond marin peu profond jusqu'à émerger. La hauteur et la taille d'une île née d'un volcan dépendent de la durée de l'éruption. Plus longtemps le volcan crache du magma et des cendres, plus la nouvelle parcelle de terre s'agrandit. Le fait que tout ça se passe au Japon n'est pas un hasard. Les îles s'élèvent au-dessus d'une chaîne de volcans sous-marins formant ce que l'on appelle la ceinture de feu, un fer à cheval de 40 000 km de long qui part du sud de l'Amérique du Sud, longe la côte de l'Amérique du Nord, traverse le détroit de Bering, passe par le Japon et descend jusqu'à la Nouvelle-Zélande. La ceinture de feu du Pacifique comprend entre 750 et 915 volcans actifs ou dormants, ce qui représente 2 tiers du nombre total de volcans dans le monde. Parfois, les chiffres diffèrent un peu, car tout dépend des régions incluses dans la ceinture, de sorte que des écarts sont possibles. Au fait, selon l'agence météorologique japonaise, sur les quelques 1500 volcans actifs dans le monde, 111 se trouvent au Japon. Pas étonnant que des îles se forment constamment dans cette région où l'activité volcanique est si intense. Malheureusement, outre les éruptions volcaniques, la ceinture de feu provoque des séismes. Environ 90% des tremblements de terre dans le monde, et la plupart des plus intenses, s'y produisent. Éruptions et séismes sont dus au mouvement des plaques tectoniques terrestres. Le Japon est situé au point de jonction de 4 plaques tectoniques, et il comporte pas moins de 5 points de jonction, ce qui en fait le pays le plus actif sur le plan sismique. Environ 10% des volcans actifs s'y trouvent. En bref, c'est l'endroit idéal pour l'émergence de nouvelles îles. Le Japon est un véritable laboratoire naturel où de nouvelles îles poussent en permanence. Cependant, il serait faux de dire que ça ne se produit qu'au Japon. En 2013, un tremblement de terre d'une magnitude de 7,7 a frappé le sud-ouest du Pakistan et immédiatement après, dans la mer d'Arabie, une colline de boue est apparue à 1 km de la côte. Et elle était impressionnante, environ 80 mètres de long et 20 mètres de haut. La colline, qui était donc une île, a été formée par un volcan de boue. Un jet de boue, de sable et d'eau qui a atteint la surface après le déplacement des plaques tectoniques. Pour décrire l'apparition de l'île, les médias ont dit qu'elle s'était dressée hors de l'eau et l'ont comparée à l'Atlantide. Bon, on n'y a pas trouvé de traces d'une ancienne civilisation, mais sous la surface boueuse de l'île, il y a du gaz qui s'enflamme lorsqu'on y met le feu. Oui, en fait, ce gaz provient de sous les fonds marins. Il s'agit d'énormes dépôts que le mouvement des plaques tectoniques a fait surgir à travers des fissures dans la boue. De telles îles apparaissent souvent dans la mer d'Arabie, puis elles disparaissent lorsque la pression qui les a créées diminue ou que la vase est emportée par les vagues. Une île similaire, par exemple, est apparue lors d'un séisme en 1945, mais elle a disparu environ 1 an plus tard. De plus, des îles sont apparues en 1999 et en 2011, mais ça n'avait rien à voir avec des tremblements de terre. Enfin, c'est une histoire pour un autre jour. Voici ce qui m'intrigue le plus. Si une nouvelle île peut surgir de l'océan, est-il possible que la vie y apparaisse? En fait, c'est le cas si l'on se penche sur l'histoire géologique. Par exemple, les îles hawaïennes ont littéralement été créées par de nombreux volcans. Elles sont la conséquence des éruptions volcaniques passées du point chaud hawaïen. De cette activité souterraine, l'archipel hawaïen est né, une chaîne de montagnes sous-marines comprenant de nombreux volcans. 4 sont actifs, 2 sont dormants, plus de 123 sont éteints, dont il ne reste que des atolls ou des monts sous-marins. Mais ce qui nous intéresse, c'est les îles. Au début, peu après leur apparition, elles sont complètement stériles, rien n'y vit et rien n'y pousse. Vous savez comment se déroule une éruption? Lorsqu'elle s'arrête, la lave en fusion se refroidit progressivement et devient noire et sèche. C'est à ce stade que la magie commence. Hawaï se trouve au beau milieu de l'océan Pacifique, loin du reste du monde, mais la vie a tout de même réussi à se frayer un chemin jusque-là. Les scientifiques pensent que des mousses, des lichens et des graines ont été amenées à Hawaï par le vent ou par les courants océaniques via des débris flottants.
D'autres graines sont sans doute restées coincées dans les plumes d'oiseaux migrateurs. C'est ainsi que la végétation est apparue sur les îles. Lorsque le paysage auparavant noir et sans vie devient vert, les oiseaux arrivent. Il leur est plus facile d'accéder à de nouveaux territoires. Puis c'est le tour d'autres animaux. Parfois, ça se produit par hasard, comme dans le cas des singes qui ont dérivé de l'Afrique vers l'Amérique du Sud sur des radeaux naturels. Et parfois, c'est dû aux humains. On est très doué pour ça. On parle pourtant de Hawaï. L'archipel est situé à 3000 km du continent le plus proche. Pour que la vie apparaisse sur une île japonaise, il faut beaucoup moins de temps et les chances sont bien plus élevées. Au fait, l'archipel japonais n'a pas été formé par des volcans. Autrefois, ces îles faisaient partie du continent eurasien, mais il y a 15 millions d'années, les plaques se sont déplacées, entraînant vers l'est ce qui allait devenir le Japon. C'est ainsi que s'est formée la mer du Japon et l'archipel lui-même. Cependant, il y a aussi des îles volcaniques, tout un groupe, mais elles se trouvent au large. La petite île apparue en octobre fait justement partie de ce groupe. Personne ne vit sur les îles déjà formées, mais on y trouve de la végétation, des animaux et une base militaire. Même avant ça, des Micronésiens y venaient parfois, car on y a trouvé des artefacts. Mais pourquoi certaines îles volcaniques disparaissent en quelques mois alors que d'autres durent assez longtemps pour entrer dans l'histoire? Eh bien, ça dépend de la composition de l'île. Si elle est faite de lave, elle peut durer plus longtemps. Mais si l'île est constituée d'une roche légère et peu compacte, les vagues auront au fait de la réduire à néant. Ainsi, les nouvelles îles faites de cendres et de débris résistent mal au contact permanent avec l'océan. Mais lorsqu'une éruption dure longtemps, il peut se former des coulées de lave qui finissent par créer une surface plus ferme et résistante. Et si l'île parvient à se maintenir à flot, elle devient... Mais au fait, à qui appartiennent ces îles? J'ai découvert qu'il existe des lois qui décident qui peut revendiquer les îles nouvelles. Un pays peut revendiquer tout ce qui se trouve à moins de 19 km de son littoral et les archipels peuvent revendiquer tout ce qui apparaît entre deux îles déjà existantes. Même si une île nouvelle est plus éloignée de la côte, jusqu'à 320 km, un pays peut la revendiquer conformément au droit maritime. Mais si une île apparaît au-delà de ses limites, la chasse est ouverte. C'est comme une course, mais ça relève de la folie pure. L'Antarctique en est un bon exemple. Certes, c'est pas exactement une petite île crachée par un volcan sous-marin, mais l'idée est la même. Au siècle dernier, tous les pays se sont efforcés d'être les premiers à y hisser leur drapeau et à y établir des avant-postes afin de montrer qu'ils contrôlaient la région. Mais il ne suffit pas de planter un drapeau sur une parcelle de terre non revendiquée, il faut aussi prouver qu'on le mérite. Pour ça, il existe la patrouille Sirius, une unité d'élite de la marine danoise dont les membres patrouillent chaque année les régions nord et nord-est du Groenland à bord de traîneaux. En fait, il s'agit de montrer au monde que le pays est capable d'exercer un contrôle sur son territoire, même s'il ne s'agit que d'une toundra inhabitée et d'une banquise sans fin. Imaginez devoir faire la même chose sur des îles minuscules au milieu de l'océan. Je pense que ce ne serait pas une tâche facile. 7000 nouvelles îles. Le Japon a récemment procédé à un décompte de ces îles et il en a découvert 7000 de plus qu'auparavant. Personne ne s'était rendu compte de leur présence. Mais quelle importance? 7000 îles de plus ou de moins? Néanmoins, la cartographie numérique a ainsi montré qu'il y a 14 125 îles au Japon, soit plus du double du chiffre officiel de 6852 utilisé depuis un rapport de 1987 des gardes-côtes japonais. Bien entendu, ça ne signifie pas que 7000 îles sont apparues au fil des ans, mais simplement que la technologie permet maintenant de repérer la moindre parcelle de terre. Ce qui est intéressant, c'est que ça n'a pas affecté la superficie totale du Japon. Un bon endroit pour la science. Comme je l'ai déjà dit, lorsqu'une île apparaît, elle est stérile, mais les scientifiques espèrent toujours qu'à l'avenir, elle deviendra verte et habitable. Alors, chaque nouvelle île ouvre des perspectives aux chercheurs qui disposent d'une chance rare d'étudier l'apparition de la vie sur une île. Ils peuvent tout observer en temps réel, plutôt que de l'apprendre après coup. Pour cette raison, ces nouvelles îles sont parfois visitées par des groupes de scientifiques qui prennent des quantités de notes qui surveillent tous les changements, etc. Mais ils prennent toutes les précautions nécessaires. Il est essentiel qu'ils n'introduisent pas de matière organique comme des graines, sinon l'expérience en sera affectée et les conditions ne seront plus parfaites. Les gens créent des îles.
Lorsqu'un pays est constitué d'îles montagneuses et que la surface y est limitée, on manque vite d'espace pour de nouvelles constructions. Attendre qu'un volcan crée une nouvelle île n'est pas vraiment une option, ça prend trop de temps et ces îles ont tendance à disparaître sans prévenir. Par conséquent, on crée des îles artificielles et on s'en sert de terrains constructibles. Au Japon, par exemple, un aéroport a été construit sur une île entièrement artificielle. L'aéroport international du Kansai est devenu le 3e plus grand du Japon, avec des dizaines de millions de passagers par an. Il a même été classé parmi les 10 premiers au monde. Pour créer une telle île et y construire un aéroport, il a fallu dépenser 18 milliards d'euros. Mais ça s'est avéré payant. Ni les séismes ni les typhons n'ont pu endommager l'aéroport jusqu'à présent. Elle a coulé après tout. Selon les récentes observations des gardes-côtes japonais, une nouvelle île formée par une éruption au large de la côte d'Iwo Jima s'est presque entièrement enfoncée sous l'eau et est à peine visible. La majeure partie de Niijima, apparue lors d'une éruption en novembre, a disparu dans la mer et il n'en reste qu'une infime partie. La raison en est simple, l'activité volcanique s'est calmée, l'érosion s'est poursuivie et à la mi-décembre, l'île qui s'était formée en novembre n'avait plus que la moitié de sa taille. L'érosion s'est poursuivie après le Nouvel An et des observations en février ont montré que l'île avait rétréci de 25 mètres. Elle en mesurait à l'origine 100. Finalement, la mer a gagné. Pour cette fois, soyez pas radins, laissez donc un like puisque vous avez regardé jusqu'à la fin. A plus.